Il faut bien comprendre que la désinformation s'inscrit en Russie dans une tradition vieille de plusieurs siècles. Depuis Catherine II et Grigory Potemkine, la Russie a fait de la manipulation des perceptions une politique nationale, une spécialité locale, tandis que l'armée russe a poussé au rang d'art la tromperie militaire, la fameuse Maskirovka, qui est revenue à nos oreilles pendant le coup d'État de Wagner en juillet 2023, quand on s'interrogeait pour savoir si finalement c'était pas un coup monté entre Poutine et Prigogine. Et les soviétiques vont produire d'ailleurs de faux documents régulièrement pour exagérer leur puissance et pour dissuader les pays occidentaux d'intervenir militairement, tout en organisant des centaines, des milliers d'opérations sous faux drapeau en Occident. Pendant la guerre froide, le KGB va produire 10 000 opérations de désinformation que son patron, Andropov, qui dirigera ensuite l'URSS comme Poutine, compare à des graines, des petites graines qu'il faut arroser jusqu'à ce qu'elles prennent leur vie propre. Les soviétiques avaient plusieurs milliards de dollars de budget et ils se sont engagés dans la durée, sur des décennies, pour éroder patiemment mais sûrement l'ordre libéral et démocratique selon, vous savez, la locution latine gutta cavat lapidem, non visced sepe cadendo, qu'on pourrait traduire en français par une goutte fait un trou dans la pierre, non par la force, par la puissance, mais par un goutte à goutte constant. Et finalement, lorsque l'URSS tombe en 91, la direction du KGB, dédiée à ces opérations de désinformation, devient le fameux SVR, qui va très vite pouvoir s'appuyer sur Internet pour mener des campagnes qui sont bien moins coûteuses, bien plus rapides, et donc bien plus réactives, bien moins risquées qu'auparavant. Donc le savoir-faire russe va trouver de nouveaux espaces, de nouveaux territoires et de nouveaux publics. C'est d'ailleurs Vladimir Poutine qui prend la tête du FSB en 98, après avoir été lui-même officier de liaison avec la Stasi à Dresde de 85 à 90, et où il orchestrait des mesures actives, c'est-à-dire dans le langage soviétique des campagnes de désinformation, en l'occurrence contre l'Autriche et l'Allemagne de l'Ouest. L'une des opérations les plus réussies, qui mérite qu'on en parle, c'est celle qu'on appelle Dragon. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il s'agissait à l'époque de détourner les soupçons dans l'assassinat de JFK. Parce qu'à l'époque, quand JFK se fait assassiner, la plupart des gens pensent que c'est l'Empire soviétique. On est après, vous savez, la crise de la baie des cochons, des missiles de Cuba. Et à l'époque, ils vont retourner ces soupçons vers ce qu'on appelle maintenant le Deep State américain, et principalement vers la CIA. Poutine lui-même en a parlé dans une interview sur la chaîne américaine NBC en 2017, et il s'est rapproché d'Oliver Stone, qui avait réalisé en 91 le film JFK qui reprenait l'ensemble des théories de l'URSS sur l'assassinat de Kennedy. D'ailleurs, en 2021, Oliver Stone a produit un film qui étaye encore plus sa thèse avec de nouveaux documents dont personne ne sait si ce sont des vrais ou des faux. Une autre opération qui circule, elle date de 1903. C'est celle du protocole des sages de Sion. C'est un document qui décrit un plan de conquête du monde qui a été établi par les juifs et par les francs-maçons. Initialement, c'est une pure copie, une pure invention, un plagiat d'ailleurs d'un livre, et ça devait servir à légitimer les programmes antisémites. Mais ce document a été rediffusé dans le monde musulman par le KGB après la chute de l'URSS, en même temps que des théories selon lesquelles la CIA aurait organisé le 11 septembre, aurait été au courant et aurait laissé agir les terroristes d'Al-Qaïda. Bien sûr, c'est toujours le Deep State le responsable. Le Deep State, c'est une expression qui est originaire de Turquie, et que se sont appropriés certains républicains américains pour désigner, je cite, l'association hybride d'éléments clés du gouvernement, de la haute finance et de l'industrie qui ont la capacité de diriger les États-Unis sans nécessairement obtenir le consentement des gouvernés à travers, par exemple, des élections démocratiques. Même si le citoyen américain vote pour de très nombreuses fonctions, vous le savez, parce que c'est ce qu'on appelle le spoil system, qui permet aux gouvernants et aux souverains américains de remplacer la quasi-totalité de l'administration fédérale centrale après son élection. Le Covid a été un formidable outil de désinformation pour les Russes. D'abord, ils ont cherché à soudoyer des influenceurs occidentaux
pour qu'il puisse mettre en avant des taux de mortalité un peu inventés qui auraient été dus au vaccin Pfizer ou au vaccin AstraZeneca, les concurrents du Sputnik, le vaccin russe. Il disait par exemple que le vaccin AstraZeneca transformait les gens en chimpanzés. Ensuite, RT a propagé la thèse selon laquelle ce virus aurait été imaginé par Bill Gates pour qu'il puisse étendre son influence via le contrôle, notamment de l'industrie aujourd'hui du vaccin. Ensuite, on a dit que les évangélistes et les suprémacistes blancs prenaient Poutine comme la clé, le dernier sauveur de la race blanche. C'est les mots du patron du Ku Klux Klan, enfin l'ancien patron du Ku Klux Klan, David Duke. Et lorsque Steve Bannon prend la tête de Breitbart News, qui est l'instrument médiatique de la guerre culturelle de l'alt-right, l'extrême droite américaine, contre les idées progressistes, et notamment ce qu'on appelle les woke, Bannon va former une armée de trolls depuis un forum qui s'appelle 4chan et qui leur offre un anonymat total. Ce sont eux les premiers qui vont soutenir Donald Trump en relayant jour après jour du contenu pro-russe. Bannon a même résumé sa stratégie en disant que pour lui, la véritable opposition, elle ne réside pas dans les partis politiques, elle réside dans les médias. Et que pour les traiter, il faut inonder la zone de merde. Et ça marche fort bien, parce que tous les discours de haine en ligne, avant de devenir les QAnon, on y viendra, les complotistes, sont des discours qui se sont uniformisés, qui se sont diffusés. Et finalement, RT est parvenu à toucher très largement de nouvelles audiences, à travers notamment ces néoconservateurs de l'alt-right du Parti républicain américain. Un jour, on raconte que le vice-président Joe Biden était dans un hôtel en Europe, et il allume sa télé, et là, pendant de très 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 longues minutes, il pense regarder CNN, avant de se rendre compte qu'en fait il s'agit de RT, de Russia Today. Les Américains n'avaient pas été préparés à cette guerre, et ils ont pris un retard colossal, décisif, peut-être irrattrapable. En juillet 2016, donc le fameux Richard Stengel a déclaré à la Commission des Affaires étrangères américaine qu'un rideau de fer numérique était en train de s'ériger dans le monde entier, et, je le cite, que la désinformation provenant des dictateurs, probablement des Russes si vous voulez dire, est un défi gigantesque pour toutes les démocraties du monde. On est à quelques semaines de l'élection de Donald Trump. Et cet homme aux responsabilités dit aux représentants américains que leurs adversaires dans la guerre mondiale de l'information mènent une guerre pas seulement contre eux ou contre la démocratie, mais contre la vérité, contre l'idée même qu'il existe encore une réalité objective sur laquelle nous pourrions tous nous entendre. D'une certaine manière contre l'esprit cartésien, contre l'esprit français. À l'époque, la révélation de l'ingérence russe dans la présidentielle américaine va encore accélérer cette prise de conscience. La prise de conscience que la désinformation est désormais l'un des défis majeurs du siècle et l'un des défis majeurs pour l'Occident. Seulement, Donald Trump va détruire méthodiquement, une fois élu, le Global Engagement Center, d'abord en supprimant les crédits qui avaient déjà été votés avant son arrivée, et en nommant à sa tête, c'est un comble, une journaliste de Fox News, la chaîne de Rupert Murdoch, celle qui relaie le point de vue du Kremlin tous les jours sur ses antennes. Cette journaliste s'appelle Léa Gabriel. À l'époque, il y a une spécialiste de ces sujets qui s'appelle Nina Jankowicz, et qui va raconter très bien dans un bouquin qui s'appelle How to Lose the Information War, comment l'un des sujets des plus chauds est devenu la guerre mémétique. Vous savez, c'est les mèmes. Les mèmes, ce sont ces visuels ou ces images animées, des gifs, avec du texte, qui sont diffusés de manière récurrente, de manière virale, parfois de manière automatique d'ailleurs, sur les plateformes numériques, et qui vont développer en fait le pouvoir de la viralité en ligne pour influencer le débat. Non plus avec des arguments, avec des longues palabres, non, avec seulement une image. Ce concept d'ailleurs, son nom, les mèmes, vient des travaux d'un biologiste qui s'appelle Richard Dawkins, et qui parle de mèmes pour évoquer les éléments organiques qui se multiplient eux-mêmes. Et il a lui-même d'ailleurs identifié les ordinateurs comme le milieu parfait pour que des programmes auto-réplicateurs puissent se répandre, les fameux virus. Les partisans de Donald Trump ont par exemple fait de Pépé la grenouille, vous savez, cette petite grenouille verte, assez mignonne d'ailleurs, leur bannière et au final le symbole de la résurgence en Amérique du suprémacisme blanc. Un livre explique très bien cette stratégie, il s'appelle La guerre en 4 dimensions. Et il a été écrit
par justement un officier de réserve du renseignement de la Navy américaine, qui est un militant de l'alt-right. C'est le petit protégé de Roger Stone, il s'appelle Jack Posobiec. Et vous savez, on a déjà parlé de Roger Stone pour ses liens avec Wikileaks, avec le Kremlin, avec Rupert Murdoch et bien sûr avec Donald Trump. Et bien ce Jack Posobiec parle dans son bouquin de ce qu'il appelle le gaslighting, en s'appuyant sur un film de 1944 réalisé par George Cukor. Et de quoi parle Posobiec? Eh bien, il parle d'une technique de manipulation qui consiste à saper la stabilité psychologique de ses victimes, de ses ennemis, en les faisant douter de leur propre perception de la réalité, et donc d'une certaine manière de leur santé mentale. Combien de citoyens, et nous les premiers d'ailleurs, moi le premier, ont vécu une forme de dépression politique, démocratique, en étant confrontés sans cesse à ce genre de messages et d'informations. En fait, la guerre, elle se joue aujourd'hui à l'intérieur de la conscience humaine. Et les Russes, ça fait très longtemps qu'ils l'ont lancée, en répétant des histoires fausses pour les faire apparaître comme vraies, à travers un tuyau d'arrosage de mensonges. Vous savez, on parle de cut the bullshit. Mais c'est ce tuyau-là aujourd'hui. Et les États démocratiques n'arrivent pas à couper ce tuyau de merde. Comment les Russes et leurs alliés non alignés ont fait? Eh bien, ils ont d'abord eu recours à des outils de micro-ciblage des médias sociaux pour pouvoir disséminer de façon continue, répétitive et très rapide un volume gigantesque et multicanal de contenu. Ces désinformateurs et leurs relais ont fait en quelques années seulement de Twitter le temple de ce qu'on appelle la junk news, un peu comme la junk food, avec des informations à la très faible valeur informative, d'ailleurs souvent très artificielle, ce qui va favoriser justement l'infobésité. On en a parlé dès l'introduction de notre formation. Cette surcharge informationnelle dans une consommation excessive de contenu inutile et même nocif pour vous et pour la société en général est aujourd'hui un défi majeur à l'échelle d'abord individuelle, à l'échelle du citoyen. Parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, les électrons sont moins chers, plus rapides, plus sûrs et évidemment moins attribuables, plus invisibles que les espions. Le politologue Joseph Nye, toujours lui, a conceptualisé ce qu'il appelle le sharp power. C'est plus le soft power, non, c'est la puissance tranchante qu'ont les Russes et leurs alliés de planter le couteau de la désinformation de manière furtive mais chirurgicale à travers nos outils numériques pour contrer, pour retourner le soft power américain contre lui-même. Ce pouvoir a réussi en de très larges mesures à saper le régime de vérité occidental. Le régime de vérité, c'est les gardiens de l'autorité factuelle, les journalistes, les institutions, les scientifiques, toutes ces positions d'énonciation expertes qui aujourd'hui ont permis aux Russes de brouiller la frontière entre les faits et les mensonges et de remettre en cause toute légitimité démocratique. La propagande russe, d'ailleurs, exploite jour après jour l'ensemble des malaises, même les plus petits, nés de la modernité, de la globalisation, par exemple l'immigration, les crises sanitaires, les crises environnementales, pour proposer comme grille de lecture des mythes. Des mythes qui vont désigner des ennemis et qui vont réduire la complexité du monde à la simplicité d'une causalité unique, le grand complot, qui est personnalisé d'abord par les médias mainstream et finalement qui va permettre aux Russes de relativiser l'interprétation occidentale des événements. Pour ça, les Russes vont abuser même de ce qu'on appelle le whataboutisme. C'est une méthode pour retourner les critiques contre ceux qui les émettent. Vous savez, il y a ce petit livre qui a un succès qui ne se dément jamais depuis des décennies, qui est écrit par Schopenhauer et qui s'appelle L'art d'avoir toujours raison. Et là-dedans, il parle notamment du fallaciès, du fait de retourner l'argument, c'est un peu celui qui dit qui est, comme dans les cours de récré. Mais ça marche encore, parce que la confiance des opinions publiques occidentales dans toutes les sources d'information, dans leurs sources d'information, ne cesse de reculer et l'abstention ne cesse de grimper au fur et à mesure que la légitimité démocratique décline, dégringole. En menant cette guerre contre la réalité, cette guerre cognitive, Vladimir Poutine est parvenu, a réussi à extraire les Occidentaux de leur cadre informationnel réel, ancien, historique, pour les placer dans un état de confusion narrative qui les éloigne de toute prise avec la réalité des faits. Et ça nous concerne, parce que c'est ce qui nous rend souvent incapables de nous décider. On est dans un grand brouillard informationnel.
au tout début de la guerre en Ukraine, début 2022, j'ai reçu des dizaines de messages d'amis d'enfance ou de gens que j'avais croisés qui me demandaient si la Russie pouvait vraiment lancer une bombe atomique sur l'Europe. Vous en avez peut-être reçu vous aussi. Seulement, la Russie, au fond, elle est en passe de réussir son objectif fixé depuis des décennies, à savoir subvertir idéologiquement les Occidentaux, c'est-à-dire, on y vient, changer leur perception de la réalité, au point que chaque citoyen, malgré l'abondance d'informations, d'intelligence, de renseignements, de formes, qui ne soit plus en mesure de tirer aucune conclusion raisonnable dans l'intérêt de sa défense ou dans celle de sa société. Il y a un spécialiste de la désinformation russe qui s'appelle Ben Nimo, qui résume très bien la stratégie du Kremlin avec 4 D. D'abord, dismiss the critic, distort the facts, distract from the main issue and dismay the audience. Donc dénigrer la critique, déformer les faits, détourner l'attention du problème principal et plonger le public dans le désarroi. C'est ça le dismay qui est visé par Poutine. Et ça marche assez bien. Il a même réussi à installer une approche systématique de la subversion Poutine en 6 étapes. D'abord, l'orientation, c'est-à-dire la définition de son objectif, de ses cibles. Ensuite, l'identification des vulnérabilités de ces cibles. Puis la formulation, donc la création des récits à proprement parler, leur diffusion. Ensuite, la vérification, qui est une étape où on va se servir d'experts et de think tanks financés par les services russes pour donner de la crédibilité aux faux récits. C'est un peu les alliés objectifs. Et enfin, la mise en œuvre pour produire des effets dans le monde réel. Je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple, l'organisation de manifestations violentes. On peut dire finalement que Vladimir Poutine est en train de changer l'Occident. D'abord en empêchant Internet d'être un espace démocratique, et ensuite en piratant, en hackant notre propre liberté d'expression. Nous devons tous nous battre contre ce que les Russes appellent les psychovirus. Ce sont des virus de l'information humaine qui peuvent être insérés dans nos esprits pour altérer notre raisonnement. Et il existe désormais ces corps étrangers, des armes cognitives. Vous savez, la baseline de la chaîne d'Alex Jones, le roi américain de la désinformation, le grand ami de Roger Stone, le résume très bien. Il y a une guerre en cours pour votre esprit. Oui, il y a une guerre en cours pour votre esprit. Et si vous pensez être protégé en France, n'oubliez jamais que lors du débat d'entre-deux-tours des présidentielles de 2017, le Kremlin aurait pu changer la donne, aurait pu changer le cours de l'histoire de notre pays. Quelques heures avant ce débat, un internaute a lancé sur Twitter de faux documents qui mentionnaient des comptes offshore du candidat Emmanuel Macron dans les îles Caïmans. À ce moment-là, les militants de l'alt-right américain retweetent ce tweet d'un inconnu basé en Europe de l'Est, et l'information commence à circuler en France autour de 22 heures. Seulement, c'est drôle, parce que quelques minutes plus tard, Marine Le Pen va lancer en direct à son adversaire devant plus de 16 millions et demi de téléspectateurs, c'est-à-dire un tiers du corps électoral. Monsieur Macron, j'espère qu'on n'apprendra pas, sous-entendu on n'apprendra pas demain, que vous avez un compte offshore aux Bahamas. À ce moment-là, le QG du candidat Emmanuel Macron avait déjà été la cible de cyberattaques, donc ils avaient un peu la puce à l'oreille, et c'était les Russes déjà qui les avaient attaqués. Sputnik et les médias à l'étranger russes présentaient Macron comme un agent des États-Unis soutenu par un lobby homosexuel extrêmement fortuné. Et c'est pile à l'heure de la fermeture de la campagne officielle, c'est-à-dire 48 heures avant l'élection, que Wikileaks a publié une fuite de mails piratés, mélangés à des faux documents au sein de ce qu'ils ont appelé les Macron Leaks. À ce moment-là, le vice-président du FN, Florian Philippot, est sorti de sa réserve pour retweeter ces Macron Leaks, tout comme 47 000 personnes en moins de 4 heures. Combien de robots là-dedans? Et c'est à ce moment-là la toute première fois que la France a été confrontée directement à une campagne d'ingérence d'une puissance étrangère, d'ingérence numérique dans son élection, dans son processus démocratique. Seulement, il faut comprendre que c'est pas la dernière, parce que notre pays compte de très nombreux idiots utiles qui relayent, sans le savoir d'ailleurs le plus souvent, parfois en le sachant et en étant rémunérés pour ça, la propagande du Kremlin. C'est le Kremlin par exemple qui a amplifié sur RT le mouvement des Gilets jaunes, en couvrant les violences policières, en couvrant les Black Blocs.
c'est aussi RT et le Kremlin qui développent en Afrique une attaque fondamentale de la France et de son influence à travers notamment les actes de la milice Wagner, dirigée, je vous l'ai dit, par le patron de l'Internet Research Agency, les fameuses fermes de trolls de Poutine, Evgeny Prigojine. Et les fausses informations ont réussi à amplifier le sentiment anti-français à travers d'ailleurs des manifestations qui ont poussé Emmanuel Macron à retirer les forces françaises de Centrafrique, du Mali et du Burkina Faso, laissant le champ totalement libre à Wagner, aux Russes, mais aussi aux terroristes islamistes. Les attaques d'ailleurs en ligne provenaient de Chine, d'Iran, de Turquie ou de Russie, mais elles se multiplient contre nos entreprises, grandes comme petites d'ailleurs, il y a des entreprises stratégiques qui sont victimes de rackets, de rançons et aussi d'attaques ciblées. Il y a même des hôpitaux qui ont été mis hors service par des attaques de virus.